Bienvenue à la saison 3 de Regard Féministe, un podcast qui vous est présenté par l'organisme Salvas, le service d'aide légale pour victimes d'abus sexuels. Le but de ce podcast est de discuter avec nos invités d'une multitude de sujets afin de s'instruire, de se questionner et de repenser les codes ensemble, le tout sous une perspective féministe. Un merci tout particulier aux productions Arborescence qui ont rendu cette saison possible. Veuillez également noter que les épisodes ont été enregistrés au printemps 2022. Mon nom est Benjamin Gardena, je suis monteur et l'un des animateurs de la saison 3 et, sans plus attendre, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis finissante à la maîtrise en philosophie et c'est ma première session au Salvas. Je suis extrêmement heureuse que tu aies accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Oui, donc toi, tu es responsable du développement communautaire chez l'Anonyme. Oui, exact. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur Oui, d'abord, je m'appelle Catherine Lapierre. Je suis responsable du développement communautaire à l'Anonyme. L'Anonyme, c'est un organisme communautaire qui est situé à Mercier-Chagrin-Maisonneuve. On existe depuis 1989. Généralement, les gens nous connaissent surtout parce qu'on a un autobus qui se promène un petit peu partout sur l'île de Montréal. On fait de l'intervention de proximité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des intervenants, des intervenantes qui sont là pour venir en aide aux gens. On distribue du matériel de consommation sécuritaire, des condoms, on fait du référencement, des trucs comme ça. Puis, on a plusieurs autres volets, mais entre autres, le programme d'éducation à la sexualité, là, celui dans lequel je travaille. On est une équipe de sexologues. On va dans les écoles, on va dans les organismes communautaires, on va dans les centres jeunesse. Puis, on donne des ateliers d'éducation à la sexualité. Donc, ça, c'est le volet très, très rapide de la présentation de l'Anonyme. Oui. Mais on fait vraiment plusieurs choses, là. Mais ça, c'est les volets principaux. Super. Puis votre clientèle, c'est ça, c'est beaucoup comme adolescents, école secondaire, tout ça, dans ton volet à toi? Oui, c'est ça. Nous, on travaille surtout avec les adolescents, mais on a travaillé aussi avec les jeunes dans les écoles primaires. On travaille aussi avec les aînés. Donc, tu sais, c'est vraiment, on touche à plusieurs populations, là. C'est vraiment intéressant. Bravo pour votre travail. Bien, merci. Et juste avant qu'on commence, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de juste essayer de définir c'est quoi le consentement pour qu'on parte là, tout le monde sur les mêmes bases puis qu'on s'assure là, qu'on ne parle pas de ces choses différentes. Certainement. Oui. Mais il y a plusieurs aspects au consentement. D'abord, on peut peut-être commencer par la définition. Donc, le consentement sexuel, on dit que c'est l'accord qu'on donne à nos partenaires dans le but d'avoir des contacts sexuels. Le consentement, il faut que ce soit volontaire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un choix libre et éclairé. Ça, c'est la définition vraiment officielle du consentement. Volontaire, ce qu'on veut dire, ça veut dire que la personne veut, que ça lui tente, que c'est son idée. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui a décidé à ta place d'avoir un contact sexuel. Si on dit faire un choix libre, ça veut dire il y a pas personne qui m'a forcé, je me sens pas menacée, j'ai vraiment la liberté d'accepter ou de refuser sans avoir peur des conséquences, tout ça. Et faire un choix éclairé, bien, ça veut dire, premièrement, j'ai toutes les informations que j'ai besoin d'avoir pour prendre une décision. Puis, j'ai toutes les capacités pour prendre cette décision-là. Je te donne un exemple. Admettons quelqu'un qui est en situation de consommation. On dit qu'une personne qui est intoxiquée ne peut pas consentir à avoir des contacts sexuels parce qu'elle n'est pas en état de consentir, en fait. Donc ça, c'est vraiment super important. C'est comme les trois mots vraiment piliers, la définition du consentement. Nous, à l'Anonyme, on ajoute un quatrième mot. On dit que le consentement, il faut que ça soit aussi enthousiaste. Donc, enthousiaste, ça veut dire que c'est le fun, ça me tente, c'est positif, c'est pas comme bof, OK, je vais le faire. C'est vraiment, faut que ça soit le fun, faut que ça soit enthousiaste, donc un oui clair, mettons. T'sais. Oui. Fait que volontaire, libre, éclairé, enthousiaste. Exact. Quand même 4 composantes importantes. Vraiment. Là. Oui. Ouais. Après ça, il y a tout l'aspect légal. On pourrait, c'est assez long, mais il y a des âges là, pour consentir au consentement sexuel. Donc, au Canada, c'est à partir de 16 ans qu'une personne peut consentir à avoir des relations sexuelles. Il y a des exceptions pour les jeunes qui ont moins de 16 ans. Pour les 12-13 ans, on dit que c'est maximum 2 ans d'écart avec les partenaires. Puis pour les 14-15 ans, on dit que c'est maximum 5 ans d'écart avec les partenaires. Puis les personnes en bas de 12 ans peuvent pas consentir à avoir des relations sexuelles, donc ils sont considérés comme des enfants, évidemment. Oui. Puis après ça, bien, avec tous les âges et tout ça, il y a quand même d'autres aspects, d'autres conditions à respecter. Il faut pas qu'il y ait de relations d'autorité, il faut pas qu'il y ait de relations de dépendance, il faut pas qu'il y ait de relations d'exploitation sexuelle entre les partenaires. Donc, autorité, ça serait des enseignants, des enseignantes, ça pourrait être des entraîneurs sportifs, ça pourrait être des psychologues, ça pourrait être toutes des personnes qui sont en position d'autorité. Situation de dépendance, c'est assez difficile à définir, celui-là. Ouais. On dit que, ben, je donne toujours les mêmes exemples, mais admettons quelqu'un qui fait une fugue, OK, qui se retrouve à la rue, qui sait pas trop où aller, tout ça, puis que là, il y a quelqu'un qui lui propose, viens chez moi, tu sais, je vais t'héberger, je vais payer le loyer, je vais payer la nourriture, puis en échange, on va avoir des relations sexuelles. On s'entend que c'est rarement dit de façon aussi explicite, mais c'est ça, fait que la personne se sentirait peut-être obligée d'accepter parce que on dépend de cette personne-là. Si je vais pas chez elle, ben j'ai nulle part où aller, je me retrouve à la rue, tout ça. Donc, un lien de dépendance, ça serait ça. Donc, c'est comme
Dans le fond, c'est comme un faux oui, tu sais, où que la personne se sent obligée de dire oui, se sent obligée d'accepter. Puis, situation d'exploitation sexuelle, ben c'est le fait de faire travailler quelqu'un, enfin d'en retirer des bénéfices sexuellement, là, c'est-à-dire de faire avoir des relations sexuelles en échange d'argent ou autres bénéfices. Puis ça, c'est automatiquement considéré que le consentement n'est pas valable à ce moment-là. C'est ça, parce qu'à ce moment-là, le consentement n'est pas libre. Je veux dire, les personnes le font parce qu'il y a une contrainte ou il y a une pression extérieure qui vient Exactement. Donc, c'est pas leur propre choix de faire ça. C'est pas comme le travail du sexe. C'est vraiment quelqu'un les force à faire ça. Exact. Je trouve ça intéressant que tu parles de cette espèce de relation d'autorité-là ou de la pression qui vient d'une certaine relation parce que je voulais qu'on parle un peu plus du consentement dans les relations de couple. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup dans l'univers du dating, du consentement, que c'est important, tu sais, quand on rencontre une nouvelle personne, de s'assurer que, tu sais, le consentement est vraiment clair, explicite, tout ça, mais qu'on en parle moins dans les relations de couple où des fois, il y a des dynamiques un peu insidieuses qui arrivent, puis tout ça se cristallise, puis on oublie un peu, tu sais, de vraiment valider le consentement ou on le fait parce qu'il y a de la pression qui vient du couple. Puis je me demandais, en fait, qu'est-ce qui, selon toi, peut créer cette pression-là de comme avoir des activités sexuelles sans vraiment consentir explicitement pour le bien du couple, en gros guillemets, là? Oui. Mais tu sais, ça sort pas de nulle part dans notre société, là, dans le sens que, mettons, on revient un petit peu plus où la religion catholique était très forte, mettons, au Québec. On parlait beaucoup du devoir conjugal. Oui, le fameux devoir conjugal. Oui, c'est ça. On sort pas de nulle part là, avec le devoir conjugal, le fait de devoir satisfaire notre femme, notre mari, nos partenaires sexuellement, que ça faisait partie des obligations du mariage. Fait que veux pas, ça, c'est sûr que ça nous a influencés. Puis, tu sais, quand on parle de consentement aussi, avant 1983, une personne ne pouvait pas accuser son mari ou sa femme d'agression sexuelle. Donc, 1983, c'est quand même relativement récent, tu sais. Donc, vraiment. Le temps que les mentalités changent, il y a quand même des trucs qui ont pris racine dans justement que l'absence de consentement ou que le consentement c'était pas super valorisé ou qu'on n'en parlait juste pas, ça n'existait pas, surtout pas dans le cadre d'un couple, tu sais. Donc, il y avait beaucoup ces attentes-là, puis je pense que ça reste encore on s'imagine qu'on a le droit de s'attendre à exiger des relations sexuelles si on est dans une relation de couple. Donc, là, ça fait partie de comme, ben c'est normal, puis de pas avoir des relations sexuelles, ben là, à ce moment-là, ça serait pas normal, là, je mets des guillemets, on s'entend, mais... Oui, évidemment. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est rendu tellement internalisé, ce comportement-là, que inconsciemment, on se force nous-mêmes à arriver à cette espèce d'objectif-là qui, dans les faits, a été déterminé par personne puis sort un peu là, de nulle part. Ouais. J'ai l'impression que parfois, cette pression-là, souvent, on la caractérise, on l'identifie beaucoup aux personnes qui s'identifient comme femmes, moins aux personnes qui s'identifient comme hommes. Puis je ne sais pas si peut-être ça en lien avec le devoir conjugal, mais je ne sais pas si tu as une explication pour ça. Bien, en fait, c'est que souvent, tu sais, dans les stéréotypes de genre, on associe beaucoup le désir sexuel aux personnes masculines, on va dire, aux personnes qui adhèrent aux stéréotypes de genre masculin. Puis de dire que ben, si je suis un homme, ben, je suis supposée vouloir du sexe tout le temps, n'importe où, avec n'importe qui. Là, j'exagère, on s'entend, mais pour illustrer. Puis si je suis une femme, ben, je suis pas supposée avoir de désir sexuel. En tout cas, si j'en ai, il faut pas que j'en parle. C'est comme honteux. Puis c'est comme tout ça, il y a beaucoup de pudeur associée à la sexualité et tout ça. Fait que, tu sais, veux pas, c'est sûr que je pense qu'on a comme associé le fait que les femmes aiment pas le sexe ou que les femmes ont pas de désir sexuel ou que, tu sais, peu importe, on a fait des grosses généralisations là-dessus. Ouais. C'est sûr que ça a un impact sur notre vision de la sexualité dans un couple. Là, tu sais, là, je parle de couple hétérosexuel, mais on s'entend que ça peut aussi avoir lieu dans des couples homosexuels, peu importe là, les configurations, c'est sûr qu'il peut y avoir une certaine pression. Puis on va toujours plus l'associer aux personnes féminines alors que pourquoi? Tu sais, c'est comme c'est une super bonne question en fait là. On ne sait pas trop de où ça sort cette pression-là, mais que c'est vraiment généralisé. Là. C'est vraiment quelque chose qu'on voit plus. Puis c'est super intéressant. Il y avait Audrey-Anne Gagnon qui est intervenante, puis elle a présenté un mémoire sur l'adhésion aux stéréotypes de genre puis la perception du consentement sexuel. Puis ce qu'elle expliquait en fait dans son mémoire, c'est qu'elle disait que les femmes sont comme un peu gardiennes du consentement, c'est-à-dire que ça serait comme aux femmes d'accorder la permission, tu sais, mettons dans une vision justement hétérosexuelle, que ça serait à l'homme de prendre l'initiative, d'être entrepreneur, puis d'être comme toujours disponible sexuellement, puis aux femmes de décider, tu sais, d'accepter ou de refuser. Donc, ça serait toute la pression sont sur les épaules des femmes, mettons, dans ce scénario-là, tu sais. Puis c'est vraiment, je trouve, en tout cas, je trouve que c'est très parlant de pourquoi pas, on peut pas avoir une discussion ensemble, pourquoi on peut pas essayer d'en parler, puis d'essayer de voir un peu c'est quoi les limites.
Puis ça me fait penser, parce qu'on parlait tantôt, tu sais, plus par rapport au devoir conjugal et tout ça. Ouais. Je trouve que c'est super invisibilisant aussi pour, mettons, des personnes Vraiment. asexuelles, des personnes qui ont peu ou pas de désir sexuel, de se dire, ben là, moi, je suis dans une relation de couple, est-ce qu'il faut que je m'attende à avoir de la sexualité? Il y a tellement de pression, mettons, pour justement on dirait que c'est un automatisme. Ouais, si je suis en relation de couple, ça vient avec la sexualité. C'est comme, un va pas sans l'autre, alors que pourquoi pas? Nécessairement, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on fait le lien rapidement entre les deux. Surtout plus on vieillit, je pense. Là. Je veux dire, c'est pas la même réalité. Non, Ta clientèle plus adolescente. Je pense qu'ils se permettent plus de temps que quand on est rendu adulte. Puis là, ça devient comme une espèce d'impératif qu'on comprend pas, ça sort tout vraiment. Puis je trouvais ça intéressant tantôt quand tu parlais de l'importance d'avoir des discussions. Je trouve ça parfois un peu absurde à quel point on peut être proche d'une personne, mais avoir tellement de la discuter à parler de choses qui font vraiment partie de notre vie de couple. Ouais, puis vraiment. c'est vraiment difficile parfois d'avoir les bons mots puis d'en parler parce que tu disais tantôt que c'était tabou. J'ai l'impression que ce tabou-là n'est pas juste public, là, se transfère vraiment dans le privé. Ça devient difficile d'en parler. Vraiment. Puis, tu sais, là, tu parles des ados. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les ados, puis qui ont peut-être moins cette vision-là par rapport à la sexualité. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment beaucoup de pression de vivre la sexualité, d'être intéressés par la sexualité, tout ça, tu sais. Fait que nous, dans nos ateliers, on essaye vraiment de comme, normaliser le fait que, effectivement, ça se peut que tu n'aies pas le goût, ça se peut que tu n'aies jamais le goût. Puis, il faut que tu aies l'accord de tes partenaires pour être capable justement de vivre une sexualité qui va être satisfaisante, tu sais. Mais, tu sais, c'est comme, on dirait la sexualité, on en parle tout le temps, partout, mais pas vraiment, dans le fond. On n'en parle pas comme qu'est-ce qu'il faudrait se dire, peut-être, là. Ouais. Puis, ça reste superficiel beaucoup, là, dans les considérations, là. Ouais. Je veux dire, on a à peu près le même âge. Les cours d'éducation sexuelle, c'était très... les garçons, voici. Les filles, vous allez avoir vos règles bientôt. C'est ça, là. Ouais, puis on sépare la classe, puis on explique des choses différentes à tout le monde. Là. Ouais, nous, on n'a pas été super gâtés en termes d'éducation à la sexualité, c'est ça. Je pense que ça nourrit aussi, tu sais, cette espèce de la pression qu'on parlait qui est souvent associée aux personnes qui s'identifient comme femmes. Ouais. Cette distinction-là, on la renforce sans arrêt dans l'imaginaire collectif, à l'école, tout ça. Oui, puis tu sais, dans les séries, dans la culture populaire, absolument, dans les films, dans tout qu'est-ce qu'on voit, ça aussi, c'est quelque chose que je parle souvent avec les jeunes, tu sais, on dirait que dans les films, ils n'ont pas besoin de rien se dire, genre, ils se comprennent, ils n'ont pas besoin de discuter, c'est comme automatique, puis tout va bien. Puis c'est comme dans la vraie vie, c'est pas comme ça, tu sais. Mais on dirait que c'est vraiment pas valorisé de poser des questions, de parler pendant la sexualité, c'est vraiment pas sexy. Tu sais, je trouve ça bizarre. Moi, je pose tout le temps cette question-là à mes jeunes aussi, comme, c'est bizarre de demander à quelqu'un, je peux-tu t'embrasser, tu sais. Puis ils sont comme, ah, non, ça se fait pas, tu sais. Il y a comme l'impératif de, justement, si je veux faire quelque chose, il faut que je le fasse, tu sais. Faut que j'ai l'air confiant ou confiante, faut que j'ai l'air comme de savoir ce que je fais, faut que j'ai l'air expérimenté, puis pas poser de questions, tu sais. Le moins possible, en tout cas, tu sais. Puis à ce moment-là, ça fait juste rajouter de la pression des deux côtés. Une pression qui est différente, mais je veux dire, ça rajoute de la pression de la personne qui veut vraiment avoir l'air confiante, puis de l'autre personne qui sait pas non plus sur quel tableau elle doit jouer, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, avoir l'air confiant, puis avoir tous ces questionnements-là quand même, tu sais. Oui, de genre, ça. c'est correct, est-ce que je fais bien ça? Genre, comme souvent, ils ont nos clous, là, tu sais, ils savent pas du tout, là. Exact. Ouais. Fait que ça peut être vraiment stressant, puis je pense que ça se perpétue à l'âge adulte aussi. On en parle pas parce qu'on est des adultes, qu'on est plus à l'aise, qu'on vit plus de sexualité, que ça va être plus facile d'en parler. Surtout si on nous a jamais appris à comment en parler de la sexualité, comment aborder ça, tu sais, puis de... C'est ça. C'est ça. On manque d'outils peut-être, là, tu sais, pour le faire. Puis quand ça fait longtemps qu'on est en couple, j'ai l'impression que si on n'a pas eu ces discussions-là en amont, c'est difficile quand ça fait longtemps qu'on est en couple avec une personne d'arriver un peu là, de nulle part puis d'avoir cette discussion-là parce que c'est pas quelque chose qu'on a, qu'on a établi à la base. C'est ça, qu'on a pratiqué même. Là. Fait que j'ai l'impression que ça rend ça encore plus difficile. Puis quand je lisais là, pour me préparer aujourd'hui, il y avait beaucoup de littérature qui disait que la phrase qui revenait le plus souvent dans les études, c'était « je le fais pour faire plaisir à ma partenaire, même si moi, bon, ça me tente pas tant, mais c'est pour l'autre personne. Ouais. » Puis je me demandais, en fait, j'avais un peu de la difficulté avec cette phrase-là, puis je me demandais si dans ce cas-ci, est-ce qu'on peut vraiment parler de consentement si on le fait pour une autre personne? J'ai l'impression que... Mais tu sais, si on s'appuie, mettons, sur justement au côté légal, puis la définition du consentement, tu sais, quand je parlais de choix libre, si je le fais parce que je me sens obligée, si je le fais parce que je me sens coupable, si je le fais... en ce moment-là, c'est sûr que c'est pas un choix libre, tu sais. C'est pas parce que nécessairement la personne nous met de la pression, peut-être que cette pression-là est interne, mais tu sais, comme si on y va vraiment, là, tu sais, très froidement, quand on fait juste regarder la définition du consentement, dans ce contexte-là, il n'y aurait pas nécessairement de consentement, tu sais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a nécessairement agression sexuelle, tu sais? C'est pas tout à fait ça que je dis. c'est d'autres considérations. Oui, c'est ça. Mais dans le sens que
c'est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est vraiment insidieux, j'ai l'impression, c'est une espèce de cercle vicieux, surtout si ça fait longtemps qu'on est ensemble, que ça a toujours été comme ça, puis là, c'est comme des espèces d'habitudes qu'on a en couple, que on n'en a pas parlé, là, ça reste de même, tu sais, c'est comme, il y a une espèce de flou, puis après ça, de vouloir sortir ça, tu sais, genre, on sort le lapin du chapeau, là, puis on est comme, là, finalement, tu sais, depuis 10 ans, mettons, je sais pas. C'est ça. T'as pas envie que ce soit culpabilisant pour l'autre personne non plus, mais en même temps, c'est difficile si t'en as jamais parlé, si t'as jamais eu cette discussion-là, de sortir, justement, surtout si ça fait plusieurs années, là, de sortir ça. Puis je trouvais ça intéressant, la distinction que tu faisais entre la pression de l'autre et la pression interne. J'ai l'impression qu'on s'en rend même pas compte que cette pression interne-là, elle existe. Oui, c'est ça. Parce qu'elle est tellement cristallisée, ça fait tellement longtemps qu'on se la fait enseigner qu'elle existe partout. C'est super ancré, là, dans tout le monde, dans nos comportements, comme je te dis, c'est dans tout ce qu'on voit partout, dans la société, dans la façon qu'on parle des couples, dans la façon qu'on parle de la sexualité. Tu sais, honnêtement, là, en tout cas, pour avoir fait des études en sexologie, la question que les gens me posent le plus souvent, après, c'est quoi la grosseur normale du pénis? C'est quoi la fréquence idéale pour avoir des relations sexuelles? Oui, c'est comme... Puis ça, on a tellement été bombardés de ce message-là. Là. Tu sais, regarde, va à l'épicerie, regarde n'importe quel magazine, puis c'est comme comment pimenter votre vie sexuelle. Tu sais, c'est comme... C'est beaucoup... puis c'est beaucoup des messages qui sont adressés aux femmes aussi, ces messages-là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme... Moi, c'est une des questions que je me fais le plus poser. Tu sais, à quelle fréquence je devrais avoir des relations sexuelles? Puis je suis comme, mais quand est-ce que ça te tente? Quand est-ce que tes partenaires, ça leur tente aussi? Tu sais, c'est comme, c'est pas prescrire 2 à 3 fois semaine. Tu sais. C'est ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de normes établies, exact. puis ça dépend tellement de votre intimité, de votre couple, de vos dynamiques. Puis j'ai l'impression que c'est changeant aussi, là. Je veux dire, évidemment. Ça change en fonction de ton contexte social, ça change en fonction de tellement de choses. Il y a tellement de choses qui peuvent influencer le désir, tu sais. Comme je suis stressée, j'ai un examen demain, je vis quelque chose de difficile, on est en vacances sur le bord de la plage, on n'a pas de responsabilité. Tu sais, c'est comme, ça peut vraiment évoluer au fil du temps, au fil de chaque jour. Tu sais, au niveau du cycle hormonal aussi, là, ça peut vraiment changer. Tu sais, c'est comme, il y a tellement de choses qui peuvent influencer le désir. Fait que de se retrouver avec un timing qui fit, tu sais, il faut quand même être chanceux en quelque part, là. Tu sais, c'est comme, faut être capable d'en parler, du moins, tu sais. Je pense que, Puis ces messages-là, tu sais, des magazines, tout ça, là, qui ciblent vraiment, tu sais, comment pimenter votre vie sexuelle, ça donne l'impression aussi que c'est ce que tu devrais faire. Oui, puis que si je le fais pas, ma relation va mal. Oui, c'est ça. Si on n'a pas de sexualité, c'est un problème, tu sais, c'est comme, c'est symptomatique de, il y a quelque chose qui marche pas dans notre intimité. Puis souvent, les gens vont pas en parler, tu sais, c'est comme... c'est encore une fois ça va être super tabou. Oui, super tabou, puis ça va être super stressant. Puis on n'en parlera pas non plus dans nos réseaux, mettons, tu sais, de comme aller voir nos amis puis leur dire hey, « moi, ma vie sexuelle, tu sais, genre, je trouve ça difficile en ce moment. » Tu sais, je pense que ça demande beaucoup de courage d'admettre ça parce que c'est comme... On dirait qu'il y a tellement ce... Je sais pas comment l'expliquer, là, c'est comme une espèce de petite bulle autour du couple de « faudrait que ça soit parfait, puis il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit tout le temps pareil, puis il faut qu'on ait une sexualité, genre, fréquente. » Fait que là, si on ne correspond pas à ces attentes-là, on a l'impression d'avoir échoué en quelque part. J'abuse des guillemets, là, mais... Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas un échec, tu sais, de pas vivre la sexualité. Au contraire, tu sais, je vois pas pourquoi on se mettrait cette pression-là. Je pense pas qu'on vit une sexualité plus satisfaisante si je me dis il faut que j'aie une sexualité tel jour, tel jour, tel jour, tu sais. Non, c'est ça. C'est comme une pression vraiment forte, là. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on se met cette pression-là, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Puis quand on finit par en parler à certains de nos amis qui sont en couple, tu sais, on finit par se rendre compte que finalement, cette espèce de pression-là qu'on se met, qu'on voit partout dans les médias, dans les articles, tout ça, que finalement, bien, on n'est pas les seules personnes à être dans un couple extraterrestre qui ne correspond pas aux normes. Oui, vraiment. Puis si on pouvait démocratiser un peu plus cette discussion-là, à la fois au sein du couple, mais aussi dans nos réseaux, je pense que ça ferait du bien, puis que ça enlèverait cette pression-là aussi. Là. Bien oui, tu sais, d'être capable de justement d'en parler plus ouvertement, puis d'être capable de juste normaliser le fait que ben ça change, c'est pas tout le temps pareil. Tu sais, je pensais aussi à, mettons, des personnes qui viennent d'accoucher, tu sais, la pression de recommencer les relations sexuelles. Tu sais, il y a comme genre un délai que le médecin dit qui est pas avant tant de 2 semaines. Mais après ça, c'est comme vite, il faudrait recommencer la sexualité, alors que genre on vit quelque chose de gros. Là, tu sais, mettons, on vient d'accueillir un bébé, il se passe plein d'affaires, le corps quand même a changé, il a vécu des affaires, là, tu sais, fait que... C'est ça. T'es fatigué, les hormones, tout ça. Mais il y a quand même, c'est comme une des préoccupations principales de comme là, il faut que je recommence à vivre ma vie sexuelle comme avant. Quand j'avais pas d'enfant, mettons, tu sais. C'est ça. C'est une pression immense, là. C'est vraiment, ça va partout, là, tu sais, cette espèce de pression-là,
Oui. Puis en fait, je me demandais si tu avais peut-être comme des conseils ou des tips and tricks à donner aux personnes qui ont de la difficulté à verbaliser ce genre de choses-là, puis qui ont de la difficulté à identifier leurs besoins, leurs limites. Ouais. Des conseils pour tranquillement, pas vite, aborder ces sujets-là en couple, avec des amis. Oui. Bien, le conseil que je donne, puis c'est le même conseil que je donne, mettons, aux ados, c'est d'essayer d'intégrer le consentement dans des sphères qui sont pas sexuelles, mettons, tu sais. Ouais. De commencer à parler de consentement ou de la sexualité, pas au moment d'avoir une relation sexuelle. Parce que là, au moment d'avoir une relation sexuelle, d'essayer de comme, tu sais, gérer ça, il se passe plein d'affaires, c'est comme on est énervé, tu sais. Ouais. Ça peut être vraiment compliqué, mais d'essayer de l'intégrer dans d'autres sphères de notre vie qui sont pas nécessairement sexuelles, bien, je pense que ça peut vraiment aider à comme l'affirmation puis d'être capable d'ouvrir un peu la porte sur cette discussion-là. Tu sais, je donne plein d'exemples comme ça, mais tu sais, de forcer des enfants à donner 2 becs quand ils reçoivent des cadeaux, tu sais, ça c'est comme d'essayer de discuter, de le pratiquer vraiment, le consentement, là, tu sais, comme concrètement, comme essayer de dire oui, non, puis d'être capable d'en parler. Je pense que ça peut être vraiment super aidant. Mais en même temps, on dirait que moi, je ressens un certain malaise d'essayer de comme donner des trucs aux personnes à comment s'affirmer pour essayer de dire non, parce que, encore une fois, ça c'est vraiment comme... On met souvent le poids ou cette responsabilité-là sur les personnes qui, justement, peut-être victimes d'agression sexuelle ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça, alors que c'est pas leur responsabilité. Oui, c'est ça, c'est zéro leur responsabilité, mais d'essayer aussi de se rendre compte un peu de nos dynamiques dans notre couple, d'essayer d'être capable de développer la communication. Là. Les humains, on n'est vraiment pas bons pour communiquer. Là. C'est vraiment pas notre force. Là. C'est quelque chose qui s'apprend, puis c'est pas facile, la communication. Puis, justement, là, je ramène encore le mémoire d'Audrey-Anne Gagnon, mais qu'elle disait que les personnes qui adhèrent aux stéréotypes masculins ont une moins bonne perception du concept du consentement sexuel. Puis que, généralement, mettons, là, je fais des généralisations, mais justement, les hommes qui vont plus y aller dans le non-verbal pour le consentement, puis les femmes iraient plus dans des cues verbaux. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, on prend dans un couple hétérosexuel, d'essayer de voir, OK, bien là, le non-verbal, ça serait quoi? D'essayer d'identifier, tu sais, le consentement, de le nommer, là, tu sais, d'être vraiment capable d'en parler puis d'ouvrir cette discussion-là, là, je pense que ça pourrait juste être bénéfique. Puis c'est aussi, c'est comme, pour moi, il n'y a pas de plaisir sexuel s'il n'y a pas de consentement, tu sais. C'est ça. Ça serait illogique de passer à côté de ça parce qu'au fond, on va avoir une sexualité qui va être bien plus satisfaisante si je sais qu'est-ce que mes partenaires aiment, je sais qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, je comprends un petit peu mieux les signaux non-verbaux, puis de ne pas mettre cette pression-là, on va libérer bien plus la sexualité puis avoir quelque chose de bien plus satisfaisant que « Ah, je me sens pognée, je le fais pour faire plaisir à l'autre ». C'est sûr que la personne ne va pas participer activement à ce moment-là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis je trouve ça intéressant, en fait, que tu parles du consentement dans des contextes autres, là, tu sais, par exemple, les enfants, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça, pas qu'on impose, mais que c'est un peu la pratique courante. Puis on se demande pas vraiment si on veut ou pas faire ça. Non. C'est vraiment une bonne idée de pratiquer, de dire non à des amis pour sortir parce qu'ils étaient fatigués, mais là, il y a la pression sociale de manquer. Ouais, le faux mot, là. Oui, le faux mot, c'est ça. Chercher une expression plus éloquente. Ouais, c'est ça, le faux anglais, mot. Ouais. Le fameux faux mot, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs contextes comme ça où on se met une pression d'accepter même quand on veut pas, puis de démocratiser le non. Je pense que c'est une bonne manière de le faire dans d'autres contextes pour être tranquillement pas vite plus à l'aise de dire ça, puis de s'assumer, puis de juste indiquer ses limites, puis dire « moi, ça arrête ici, c'est fini, c'est ça ma limite ». Puis, tu sais, les ados, je vois ça souvent là, dans les corridors à l'école, ils se prennent dans leurs bras, ils se tapent sur les fesses, tu sais, entre amis, mais comme ça, c'est des contacts, tu sais, comme demande-le avant, tu sais, ça a l'air niaiseux, peut-être que c'est juste un câlin, c'est mon ami, je le connais bien, puis c'est pas grave, mais tu sais, je veux dire, ça peut être super envahissant, ça peut être comme, j'ai pas tout le temps le goût de recevoir une tape sur les fesses, même si c'est en joke, même si, tu sais, c'est mon ami, fait que de le pratiquer dans ces contextes-là, de juste, avant de toucher quelqu'un, de le demander, tu sais, avant de... Tu sais, comme, c'est ça, je pense qu'il y a plein d'autres manières de le pratiquer, finalement. Oui, puis c'est ça, tu sais, je veux dire, ça peut être une habitude que vous avez établie, mais que cette journée-là, ça ne tente vraiment pas. Puis c'est correct, puis il faut être capable de le dire. Puis la même pratique s'applique dans les couples. Exactement, tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on ne comprend pas bien du consentement, tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui assument que si j'ai déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un dans le passé, bien, pour le reste, ça veut tout le temps dire oui, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ça. Le consentement, c'est à chaque fois. Ouais. Puis c'est non seulement à chaque fois, mais c'est en continu pendant la relation sexuelle aussi. C'est-à-dire que si je veux essayer une nouvelle pratique, je veux changer de position, je veux n'importe quoi, il faut que je revérifie. Je n'essaie pas de faire en assumant que ça va être correct. C'est ça. C'est pas parce que c'est un partenaire avec lequel tu es en couple que
tu ne peux pas retirer ton consentement. Là. Je veux dire, c'est important Effectivement. de ne pas se rajouter cette pression-là, en plus de, après ça, accepter des choses auxquelles tu n'avais pas consenti avant. Oui, exact. Ouais. C'est super important parce que c'est ça, je trouve que on va souvent assumer plein d'affaires juste parce qu'on est en couple, puis qu'on va dire comme « Ah, ben la dernière fois, ça a fonctionné, ça a bien été, je vais le refaire, puis c'est ça. C'est pas grave. » C'est ça. On assume justement, tu sais, ton choix de mots est excellent, là. On assume beaucoup de choses, puis on entre dans des dynamiques non verbales, on pose plus de questions, puis j'ai l'impression que ces questions-là sont super importantes à poser, même si ça fait 3, 5, 8, 10 ans que tu es avec la personne. Ben oui. C'est important de les reposer, ces questions-là. Ouais. Puis tu sais, on parlait aussi tantôt de comme, tu sais, des personnes masculines qui peuvent, tu sais, genre les stéréotypes de comme tout le temps vouloir du sexe, tout le temps, non. Mais tu sais, mettons, cette journée-là, ça me tente pas d'en avoir du sexe, tu sais. Ben, puis là, je me sens obligée de performer ça, tu sais, parce que faut que, je sais pas, faut que je corresponde à ce stéréotype-là, tu sais. Ça a l'air exagéré, je trouve, des fois, quand on parle des stéréotypes de genre, on se dit, mais moi, ça me concerne pas, j'adhère pas à ça, mais c'est vraiment plus insidieux qu'on pense. C'est ça. Puis ça nous affecte vraiment plus, c'est juste qu'on prend pas le temps de réfléchir à ça, on prend pas le temps de s'arrêter pour dire, OK, ben moi, dans ma sexualité, dans ma vie, tu sais, à quel stéréotype j'adhère, est-ce que je répète des comportements qui ont été appris ou comme des trucs comme ça, là, fait que, ouais. Ça reste des stéréotypes, là, je veux dire, c'est des choses qui sont un peu exagérées, puis que c'est jamais ça réellement qui se passe. Fait que si on intègre ces stéréotypes-là, puis qu'on se pose pas de questions, puis qu'on rejoue ce narratif-là, ben c'est facile de le faire parce que c'est ça qui nous est enseigné constamment, mais il faut prendre un pas de recul, c'est juste pour dire, OK, ça, est-ce que je le fais parce que c'est vraiment ça que je suis? C'est-tu vraiment comme ça que je pense ou pas? Puis se poser cette question-là, des fois, c'est difficile un peu parce qu'on n'a pas envie d'avoir ces discussions-là, mais il faut le faire, là. Ça reste des stéréotypes, justement. Oui, puis tu sais, tu parlais de narratifs ou des trucs comme ça. Tu sais, il faut savoir aussi que à cause des stéréotypes de genre, on adhère à certains, genre, scripts sexuels. Tu sais, qu'on va répéter des choses, tu sais, comme, je vais prendre l'exemple de la pornographie, tu sais, ça va être une relation hétéro, telle pratique, une à la suite de l'autre, jusqu'à telle pratique, puis c'est ça la relation, tu sais. Puis on va les répéter, ces scénarios-là, parce que on n'a peut-être pas assez d'éducation à la sexualité, on n'en a peut-être pas assez parlé, on n'a peut-être pas assez, genre, se questionner sur qu'est-ce qu'on n'aime pas, la découverte de soi. T'sais, on n'a peut-être pas assez été dans l'ouverture pour se permettre d'explorer d'autres choses puis de sortir de ça. Fait qu'on répète ces scripts sexuels-là, puis souvent, ces scripts sexuels-là, ben ils n'intègrent pas nécessairement le consentement, tu sais. Non, c'est pas vu comme sexy, le consentement, non. Pas du tout, là. Puis on le voit pas, d'ailleurs, là, dans cette industrie-là, le consentement, jamais de manière explicite, ben là. Fait que ça fait en sorte que ça nourrit un peu cette croyance-là que, ben les signaux non-verbaux, ça suffit, puis que ces questions-là, c'est un peu étrange de les poser, puis que ça brise le beat, là. Mais alors que, je veux dire, c'est pas le cas, là, c'est important. C'est quelque chose que je me fais constamment dire, genre, c'est pas sexy, c'est pas spontané, ça fait que c'est comme un turn-off, puis ça marche pas, tu sais. Il y a le Club Sexu qui avait fait un article là-dessus sur 45 façons de demander le consentement. Super intéressant, tu sais, c'était comme, justement, ça, je trouvais que ça c'était vraiment plus positif, puis que ça permet de voir qu'il y a d'autres choses, là. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a une manière de poser ces questions-là autrement que est-ce que j'ai le droit de faire cette chose maintenant, ici, là? T'es-tu correct? Il y a tellement de gens qui me disent faut-tu que je fasse signer un contrat? Faut-tu que je les gens, ils exagèrent un peu parce qu'ils trouvent que ça n'a pas... c'est ça. Mais le consentement, c'est pas supposé être un boulet, là. Non. Tu sais, c'est plus supposé nous aider à avoir une sexualité satisfaisante. Absolument. Au contraire. C'est comme plus un tremplin vers quelque chose de positif, là. C'est comme, je pense que c'est plus comme ça qu'on devrait en parler, mais... C'est encore vu beaucoup comme « Ah, c'est lourd, ah, c'est long, ah, c'est compliqué, ah, je comprends pas. Tu sais, comme, il y en a beaucoup qui pensent que c'est très subtil comme processus, le consentement, puis que c'est dur à déchiffrer, justement, parce qu'on n'en parle juste pas, tu sais. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça revient beaucoup à la communication, là. Oui, c'est ça, absolument. La communication qui est la clé à la fois, tu sais, on a beaucoup parlé du couple, mais tu sais, dans le dating, mais dans le couple aussi, c'est super important de communiquer puis d'être en mesure d'identifier vraiment ses besoins, ses limites, puis avec quoi on est d'accord. Oui, vraiment. Mais c'est pas quelque chose de simple. Non, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Ça se pratique, ça se travaille, mais ça serait l'idéal. Dans mon monde idéal, ça serait ça. Oui. Les gens se poseraient des questions, les gens seraient à l'aise de parler de leurs limites, puis ça, c'est mon monde de licorne à moi, là. Oui, c'est ça. Mais c'est pas tout à fait ça encore, mais... On essaye, en tout cas. J'aurais peut-être une dernière question pour profiter de ton expertise des programmes d'éducation sexuelle auprès des adolescents. Est-ce que tu trouves qu'il y a un peu un changement de mentalité
avec les programmes d'éducation sexuelle qui, je l'espère, sont de plus en plus spécifiques et outillés là, que ceux qu'on a reçus, nous, il y a plusieurs années. Est-ce que tu vois une espèce de changement de mentalité, tranquillement, de tes ados, tout ça, qui sont plus ouverts à parler de ça, qui sont mieux capables d'identifier leurs besoins, tout ça, ou tu as l'impression que c'est encore pas suffisant, les modifications qui sont faites? Je pense que ça dépend de vraiment plusieurs facteurs. Tu sais, c'est ça, moi, je vais dans toutes les écoles à Montréal, puis je dirais qu'il n'y a pas une école à Montréal que c'est pareil. Chose, mais ils ont définitivement plus de vocabulaire que nous par rapport à ça. Ils ont définitivement plus entendu parler, mettons, là, du consentement, mais tout ce qui est diversité sexuelle, identité de genre. Je veux dire, moi, on parlait jamais de personnes non-binaires. Là. Quand j'étais au secondaire, c'était comme... ça n'existait pas, là, c'est ça, ils n'en parlaient pas. Fait que, ils ont définitivement plus de vocabulaire, ils en ont plus entendu parler. Après ça, je dirais qu'à l'adolescence, j'ai l'impression que c'est vraiment une période charnière où on construit notre identité, puis souvent, c'est comme rassurant pour les ados de correspondre à des stéréotypes, parce que c'est comme... Oui, je sors pas du moule, tu sais. Fait que je trouve que c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup ancré, mais ce qui est, au moins avec le programme d'éducation à la sexualité, qu'on va essayer de comme faire réfléchir, créer une petite ambivalence par rapport à ça, je pensais que c'était ça, c'est peut-être pas tout à fait ça. Puis au moins leur donner des outils pour qu'ils soient capables de communiquer. T'sais, dans le programme, parce que c'est revenu obligatoire depuis 2018, l'éducation à la sexualité dans les écoles. Puis en ce moment, dans le programme du ministère, c'est beaucoup axé sur justement affirmer ses limites, d'être capable de réfléchir. C'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'aime pas. Il y a beaucoup ça d'essayer de les faire réfléchir là-dessus. Fait que, je trouve que ça augure vraiment bien, puis qu'au moins, peut-être... j'ai hâte de voir, en fait, dans quelques années, là, quand le programme va avoir... que plusieurs cohortes vont avoir reçu le programme. Reçu le programme, oui, c'est ça. 2018, puis, c'est assez récent. Oui, vraiment. Mais, puis c'est pas donné de la même façon partout, puis il y a quand même plein de variantes, là, mais j'ai hâte de voir, mettons, les ados de demain, ils vont être comment par rapport à la sexualité. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que le consentement, ils ont vraiment plus entendu parler de ça que nous. La vidéo de la tasse de thé, ils l'ont vu. Là, c'est vraiment... mais tant mieux. T'sais, moi, j'aime mieux leur casser les oreilles avec le consentement, puis le répéter pour que ils soient capables d'avoir un référent, puis d'être capables de savoir comme non, ça marche pas, puis... Oui. Ouais. Puis le fait que ce soit obligatoire à nouveau, ça oblige quand même à leur donner cette réflexion-là, puis l'opportunité d'avoir cette réflexion-là bon, là, il y a toi et d'autres personnes qui donnent ces ateliers-là, mais aussi d'en parler avec leurs amis après, puis de, tranquillement, pas vite, leur donner justement les outils avec le vocabulaire, avec tout ça, pour en parler. Ce qui fait que plus tard, quand ils vont être adultes, bien, ils vont peut-être avoir C'est ce qu'on espère. Le souhait. C'est ce qu'on espère, que ça les aide à développer peut-être leur communication ou de développer leur aisance par rapport à poser des questions, d'être capable d'en parler. C'est ce que... Ouais, je me croise les doigts. De rendre ça moins tabou, surtout. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est encore super tabou, là. Moi, oui. C'est normal en même temps. C'est un sujet qui est gênant, c'est un sujet qui est pas facile à parler. Puis la madame, moi, je me fais tout appeler la madame du sexe là, dans les écoles. Là. C'est pas gênant. Mais tu sais, la madame, elle vient de nous parler, puis elle a dit des gros mots, puis tu sais, c'est comme... Ben, je dis pas des gros mots, on s'entend, mais tu sais, des fois, c'est comme si tu n'as jamais entendu parler de sexualité ouvertement, qu'il y a une femme qui vient de parler de ça, puis que c'est comme zéro tabou. Des fois, ça peut être super choquant, tu sais. Fait que je pense qu'on va comme arriver là un moment donné, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est clair. Oui, bien bravo pour votre travail, c'est un travail qui est immensement important. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'être venu aujourd'hui pour discuter de consentement. Merci à vous. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Pour être avisé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à Regard Féministe sur votre application de podcast préférée. Et pour suivre le Salvas, rendez-vous sur nos pages Instagram, Facebook ou encore sur notre site internet. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Regard Féministe. À bientôt.